L'appel est tombé le 18 décembre alors que j'étais en plein conseil d'administration pour discuter de nos prévisions du 4e trimestre, j'ai donc laissé l'appel basculer sur ma messagerie vocale. Quand la réunion s'est terminée à 16h30, j'ai vu 3 appels manqués de ma petite sœur, Léa, et un SMS qui disait simplement « Rappelle-moi pour Noël ». Je suis entrée dans mon bureau d'angle, au 14e étage de la tour de recherche de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, et j'ai rappelé. Finalement, Léa a décroché, l'irritation perçant dans sa voix, me disant qu'elle essayait de me joindre depuis des heures. Je lui ai expliqué que j'étais en réunion et j'ai demandé ce qui se passait. Elle m'a répondu qu'il s'agissait du réveillon de Noël, la fête annuelle de maman et papa à Neuilly, puis elle a marqué une pause avant de m'annoncer qu'ils avaient besoin que je ne vienne pas cette année. J'ai posé mon café, incrédule, mais elle a insisté pour que je n'en fasse pas toute une histoire, expliquant que son nouveau petit ami, le docteur Mark Chen, venait dîner. C'est un chirurgien cardiaque de renom à l'hôpital européen Georges Pompidou, un homme très influent pressenti pour devenir chef de service, et elle lui avait brossé un portrait idyllique de notre famille, parlant du cabinet d'expertise comptable de papa, de l'agence de décoration d'intérieur de maman et de son propre poste de délégué médical de haut vol. Sa voix s'est éteinte un instant avant de reprendre sur moi, me disant « Chloé, allez, tu sais comment c'est, tu as 34 ans, tu es toujours célibataire, tu vis dans ce minuscule appartement et tu as ce petit boulot hospitalier qu'on ne comprend pas vraiment. Marc vient d'une famille de médecins et d'universitaires, s'il te rencontre et réalise que tu rames un peu, ça va jeter un froid sur l'image de notre famille. » J'ai regardé le mur en face de mon bureau, fixant la couverture encadrée du magazine Challenge titrant « L'avenir de la technologie de santé », rencontrer la docteure Chloé Morel, 32 ans, dont la plateforme DIA sauve des vies, ainsi que mon prix d'innovatrice de l'année. Mes diplômes étaient là, doctorat en médecine de la Sorbonne, MBA de l'INSEAD, et un doctorat en génie biomédical de l'École Polytechnique. J'ai demandé calmement ce qu'elle lui avait dit exactement à mon sujet, et elle a répondu qu'elle avait dit que je travaillais à l'hôpital dans l'administration, ce qui était techniquement vrai puisque je travaillais bien dans l'enceinte de l'hôpital. Elle m'a supplié de comprendre que Marc était l'homme de sa vie, que sa famille nous recevait pour le nouvel an et qu'elle avait besoin que tout soit parfait. Selon elle, m'avoir à Noël avec maman qui me poserait des questions pleines de pitié sur mon travail et papa qui ferait des commentaires maladroits sur le fait que je sois toujours locataire ruinerait l'image qu'elle avait construite. J'ai entendu du bruit sur la ligne, puis la voix de ma mère s'est jointe à la conversation, expliquant qu'elle était en haut-parleur avec mon père et que, bien qu'il ne veuille pas me blesser, il voulait que Léa ait son moment de gloire. Mon père est intervenu pour dire qu'il pensait simplement à la première impression, que Marc était très accompli et que Léa voulait présenter la famille sous son meilleur jour, suggérant qu'il valait mieux que je passe mon tour juste cette année pour que nous fassions quelque chose de spécial ensemble après les fêtes, juste nous 4. J'ai fermé les yeux, constatant qu'ils étaient tous d'accord pour dire que j'étais trop embarrassante pour assister au Noël de ma propre famille, ce à quoi Léa a rétorqué sèchement que je faisais encore ma sensible et que tout devait toujours tourner autour de moi. J'ai simplement dit « d'accord » et, devant leur surprise, j'ai confirmé que je ne viendrais pas au réveillon avant de raccrocher sans répondre à leur promesse de se rattraper. Mon assistant, David, a frappé à la porte pour m'informer que le docteur Chen de l'hôpital Georges Pompidou venait de confirmer son rendez-vous de consultation pour le 27 décembre afin d'évaluer notre IA de surveillance cardiaque pour son service. J'ai levé les yeux brusquement, confirmant qu'il s'agissait bien du docteur Mark Chen, chirurgie cardiaque. David a vérifié sur sa tablette, précisant qu'il avait entendu parler de notre plateforme lors d'un congrès international et qu'il voulait une démonstration, ajoutant que la direction de l'hôpital avait spécifiquement demandé que je m'en occupe personnellement car Chen pourrait faire basculer tout le programme cardiaque de l'AP-HP vers notre solution. Mes mains étaient stables alors que j'ouvrais mon agenda pour noter le rendez-vous à 14h le 27 décembre. Après son départ, j'ai consulté le profil du docteur Mark Chen, major de promotion à la faculté de médecine, internat prestigieux, publications nombreuses sur les procédures mini-invasives, et pressenti pour devenir le plus jeune chef de service à 37 ans. Il n'avait aucune idée qu'il sortait avec la sœur de la femme dont il venait évaluer la technologie, la femme que sa petite amie jugeait trop ratée pour lui être présentée. En grandissant, j'avais toujours été la bizarre, Léa avait 2 ans de moins, elle était pétillante, sociale, celle qui rapportait des trophées de danse et des couronnes de fête. Elle avait fait des études de communication,
s'était lancé dans la vente pharmaceutique avec un bon salaire et vivait dans un appartement tendance à Boulogne que nos parents l'avaient aidé à financer. Moi, j'étais l'enfant maladroite qui passait ses week-ends à la bibliothèque, entrée à Polytechnique très jeune et diplômée avec les honneurs. Pendant que Léa faisait la fête, je publiais des articles de recherche. Mes parents ne savaient jamais quoi faire de moi, me reprochant d'être trop sérieuse et de ne pas profiter de la vie comme ma sœur. J'avais terminé mon internat à 24 ans, suivi d'un doctorat en ingénierie et d'un MBA tout en travaillant comme chirurgienne en traumatologie. À 28 ans, j'avais fait un burn-out complet après avoir perdu une patiente de 15 ans à cause d'une arythmie cardiaque non détectée alors que son ECG semblait normal. C'est là que j'ai commencé à concevoir SoinConnect IA, une plateforme d'intelligence artificielle capable de surveiller les signes vitaux en continu et de prédire les complications avant qu'elles ne deviennent fatales. L'exécution avait été complexe, algorithme, essai clinique, marquage CE, intégration hospitalière. J'avais utilisé mes économies de chirurgienne pour construire le prototype. 5 ans plus tard, nous avions des dizaines d'hôpitaux clients, plus de 2400 vies sauvées documentées et un chiffre d'affaires annuel de 180 millions d'euros. Ma société était valorisée à plus de 3 milliards d'euros et j'en possédais la majorité. Le journal Les Échos m'avait décrite comme la chirurgienne qui sauvait plus de vies en dehors du bloc qu'elle n'aurait jamais pu le faire à l'intérieur. Ma famille n'en savait rien, car quand ils m'interrogeaient, je restais vague en disant que je travaillais dans la tech médicale, et ils ne voyaient que mon modeste appartement du 19e arrondissement sans savoir que je possédais un appartement de prestige sur l'île Saint-Louis comme investissement. Je ne me cachais pas par honte, mais par curiosité, allait-il m'estimer sans la validation du succès ? La réponse était apparemment non. La semaine suivant l'appel de Léa, je me suis plongée dans la préparation de la consultation de Marc Chen. Il venait avec sa directrice de département et 2 chefs de clinique. Marc s'intéressait particulièrement à la surveillance post-opératoire pour prédire des événements comme les tamponnades ou les embolies pulmonaires. L'ironie était totale. Le 23 décembre, Léa a posté des photos de son shopping de luxe sur Instagram, et le 24, elle a partagé des clichés du réveillon de mes parents, posant dans une robe de créateur à côté d'un bel homme en costume ajusté avec la légende « Je présente mon brillant chirurgien à la famille, le meilleur Noël de ma vie ». Les commentaires de la famille affluaient, félicitant Léa d'avoir enfin trouvé quelqu'un à son niveau. Ce soir-là, j'ai dîné avec mon équipe de direction chez mon directeur technique, Julien, discutant de l'avenir de la médecine prédictive dans une ambiance chaleureuse. Le 27 décembre est arrivé, froid et lumineux. À 13h45, David m'a annoncé l'arrivée de l'équipe de Georges Pompidou. Je me suis redressée dans ma blouse blanche, j'ai vérifié mes diplômes au mur et je suis entrée dans la salle de conférence. Je me suis présentée comme la docteure Chloé Morel, fondatrice et PDG de SoinConnect IA. La directrice de département, la docteure Williams, s'est levée immédiatement pour me serrer la main, affirmant qu'elle suivait mon travail depuis 2 ans et que mes données étaient extraordinaires. J'ai ensuite salué Marc, qui me fixait avec une expression polie mais perplexe. Durant ma présentation de 10 minutes sur mon parcours, j'ai remarqué que Marc devenait de plus en plus pâle. C'est alors que la docteure Williams a mentionné qu'elle croyait savoir que j'avais de la famille à Paris. J'ai confirmé que mes parents vivaient à Neuilly et que ma sœur était déléguée médicale à Boulogne. Le stylo de Marc s'est arrêté net. Il a répété lentement, déléguée médicale, avant de me demander le nom de ma sœur. J'ai plongé mon regard dans le sien et j'ai répondu, Léa Morel. Un silence de mort s'est installé dans la pièce. Marc s'est levé si brusquement que sa chaise a roulé en arrière, s'exclamant que j'étais la sœur de Léa, alors qu'elle lui avait dit que je travaillais dans l'administration à un poste subalterne et que je ne faisais pas vraiment partie de la réussite familiale. La docteure Williams, confuse, a demandé s'il y avait un problème. Marc, d'une voix étranglée, a expliqué qu'il avait rencontré la famille au réveillon et que Léa lui avait dit que sa sœur ne venait pas parce qu'elle devait travailler à un petit poste et qu'elle ne voulait pas donner une mauvaise image de la famille. J'ai gardé une voix professionnelle, assurant à Marc que sa relation avec ma sœur n'avait aucune influence sur cette consultation technique. Il était sous le choc, réalisant que j'étais la femme en couverture des magazines économiques, celle que sa petite amie avait jugée trop embarrassante pour lui être présentée.
Malgré le malaise, j'ai insisté pour poursuivre la présentation de 90 minutes, montrant des études de cas où notre IA avait prédit des complications cardiaques bien avant les symptômes cliniques. Marc posait des questions intelligentes, c'était un excellent médecin, mais ses yeux dérivaient sans cesse vers ma photo en une de challenge. À la fin, la Dr Williams était ravie et souhaitait lancer un programme pilote immédiatement. Elle a ajouté que mes parents devaient être incroyablement fiers, ce à quoi j'ai répondu avec un sourire poli qu'ils le seraient sûrement s'ils savaient ce que je faisais dans la vie. Une fois seul, Marc s'est excusé, cherchant à comprendre pourquoi Léa lui avait menti en prétendant que je ramerais socialement. Je lui ai expliqué que j'avais voulu voir si ma famille m'estimerait sans mon succès financier, et qu'ils avaient prouvé le contraire. Son téléphone s'est mis à vibrer sans interruption, c'était Léa. Je lui ai conseillé de répondre, car elle avait probablement vu l'agenda de l'hôpital. Marc était dévasté, s'excusant d'avoir laissé Léa contrôler le récit de ma vie. 40 minutes plus tard, mon propre téléphone a explosé. Léa hurlait littéralement, me demandant ce que j'avais fait et si c'était vrai que j'étais PDG. Je lui ai froidement confirmé les chiffres de mon entreprise et l'existence de mon appartement de luxe, lui expliquant que je ne lui parlais jamais d'argent car je l'avais vu emprunter à nos parents pendant des années sans jamais les rembourser. Elle a fini par vérifier sur Google et a poussé un cri de stupeur en voyant les articles. Elle m'a accusé d'avoir saboté sa relation par jalousie, mais je lui ai rappelé que c'était elle qui avait menti par vanité. Ma mère a pris le téléphone, la voix tremblante, disant qu'elle ne comprenait pas pourquoi je n'avais rien dit. Je lui ai rappelé qu'il ne m'avait jamais posé de questions, préférant m'exclure de Noël pour ne pas ternir l'image de Léa. Mon père a ensuite pris la parole, abasourdi par les milliards que valait ma société, mais je lui ai rétorqué qu'ils avaient décidé que j'étais l'échec de la famille sans même chercher à savoir ce que je construisais. Ils ont essayé de m'inviter à dîner pour arranger les choses, mais j'ai refusé, leur demandant s'ils voulaient soudainement me voir parce qu'ils étaient fiers ou parce que j'étais désormais une source de prestige social. Léa a fini par me dire qu'elle me détestait avant de raccrocher. Marc m'a envoyé un SMS peu après pour me dire qu'il avait rompu avec elle, ne pouvant rester avec quelqu'un qui traitait sa propre famille de la sorte. Le lendemain, mes parents sont venus à mon bureau sans rendez-vous, l'air vieilli et accablé. En voyant le luxe de mon environnement et mes diplômes prestigieux, ma mère a pleuré. Ils ont essayé de s'excuser, mais je leur ai fait comprendre qu'ils avaient valorisé l'image d'une famille réussie plus que ma propre personne. 3 jours plus tard, l'hôpital signait un contrat de 24 millions d'euros pour le programme pilote. Le soir du Nouvel An, je l'ai passé avec mon équipe, célébrant nos réussites et les vies sauvées. J'ai reçu des messages de Marc, de la Dr Williams et enfin de ma mère, qui s'excusait encore. J'ai fini par répondre à ma mère que j'avais besoin de temps, mais que nous pourrions discuter plus tard, selon mes conditions. Ce n'était pas un pardon, mais une porte entr'ouverte. Quelques semaines plus tard, j'ai pris un café avec Marc pour discuter du projet pilote qui se déroulait parfaitement. Il m'a confié que sa propre mère était horrifiée par l'histoire et tenait à m'inviter pour s'excuser au nom de sa famille. En retournant à mon bureau sous le coucher du soleil parisien, j'ai reçu un dernier message de ma mère me disant qu'elle avait raconté à tout son cercle d'amis ce que je faisais vraiment et qu'elle était immensément fière. J'ai accepté de la voir pour un café, seule, la semaine suivante. Ce n'était pas encore une réconciliation totale, car la trahison était profonde, mais c'était un début. Dehors, Paris brillait de mille feux et je savais que demain, mon entreprise continuerait de sauver des vies, et cela importait bien plus que n'importe quelle validation familiale. Le rendez-vous avec maman a eu lieu le mardi suivant dans un petit salon de thé discret de la rue de l'Université, à 2 pas de l'Assemblée nationale. Elle est arrivée en avance, nerveuse, tripotant la bandoulière de son sac à main en cuir qu'elle possédait depuis des années, un vestige d'une époque où elle pensait encore que les apparences étaient tout ce qui comptait. Quand je me suis assise en face d'elle, le silence était lourd, chargé de 30 ans d'incompréhension et de non-dits qui semblaient soudain impossibles à combler. Elle a commencé par me dire, la voix tremblante, à quel point elle se sentait bête de ne pas avoir vu qui j'étais vraiment devenue, m'expliquant que pour elle et mon père, le succès avait toujours eu le visage de Léa, les sourires faciles, les relations sociales brillantes, les photos de vacances parfaites sur la Côte d'Azur. Elle a admis, avec une honnêteté qui m'a surprise, qu'ils avaient toujours eu une sorte de peur inconsciente face à mon intelligence,
qu'il la trouvait froide et intimidante, et qu'il s'était réfugié dans la futilité plus confortable de Léa parce que c'était simplement plus facile à gérer au quotidien. Je l'ai écouté sans l'interrompre, remuant mon thé tout en lui expliquant que leur rejet ne datait pas de ce réveillon manqué, mais de bien avant, de toutes ces années où il préférait fêter les petites victoires sociales de ma sœur plutôt que mes réels accomplissements académiques qui leur semblaient trop abstraits. Maman a pleuré, de vraies larmes cette fois-ci, pas seulement des larmes de honte sociale parce qu'elles avaient été démasquées par un grand chirurgien, mais des larmes de regret maternel profond, me demandant si on pouvait un jour effacer cette ardoise et repartir de zéro. Je lui ai répondu avec une certaine distance que le pardon était un chemin long et sinueux, mais que j'étais prête à faire le premier pas, à condition que Léa reste totalement en dehors de notre relation pour le moment, car je n'étais pas prête à gérer sa toxicité. Quelques jours plus tard, j'ai pourtant reçu un appel de mon père, sa voix était hésitante, presque enfantine, il m'expliquait que Léa traversait une phase très sombre, qu'elle avait perdu une grosse commission au travail parce qu'elle n'arrivait plus à se concentrer après sa rupture brutale avec Marc, et qu'elle commençait à accumuler des dettes de loyer pour son appartement à Boulogne. Il m'a demandé, dans un murmure qui m'a glacé le sang, si je pouvais l'aider un peu, étant donné que l'argent ne semblait plus être un problème pour moi désormais. J'ai ressenti une pointe de colère froide en réalisant que même après leurs excuses larmoyantes, ils me voyaient encore comme une ressource, un carnet de chèques sur pattes, plutôt que comme une femme blessée par leur trahison. J'ai répondu fermement que mon argent servait à financer la recherche de pointe et à payer mes 300 employés, et non à subventionner le train de vie d'une sœur qui m'avait jugé indigne de sa présence quelques semaines plus tôt simplement parce qu'elle pensait que j'étais pauvre. J'ai raccroché et j'ai éteint mon téléphone pour le reste de la soirée, préférant me plonger dans les derniers rapports d'analyse de l'hôpital Georges Pompidou. Le lendemain, Marc m'a arrêté dans le couloir après une réunion technique particulièrement intense. Il m'a confié que la plateforme Soins Connect avait détecté une micro-arythmie chez un patient de 72 ans la nuit précédente, permettant une intervention avant même que l'accident vasculaire ne survienne. Il avait un éclat de gratitude sincère dans les yeux, un respect que je n'avais jamais vu dans le regard d'un homme auparavant. Il ne me regardait pas comme une milliardaire, ou comme la sœur d'une menteuse, mais comme une égale, une visionnaire qui changeait radicalement la pratique de son métier. Nous avons commencé à travailler plus étroitement, et bien que l'ombre de Léa plane toujours sur nos interactions passées, une amitié solide, basée sur l'excellence et l'éthique médicale, s'est forgée entre nous au fil des semaines. Fin janvier, j'ai organisé un dîner pour les cadres de ma société dans un restaurant étoilé du Marais pour fêter le franchissement du cap des 3000 vies sauvées grâce à notre technologie. En regardant mes équipes, ces ingénieurs et ces médecins passionnés qui m'appelaient par mon prénom et qui connaissaient ma valeur bien avant de connaître mon compte en banque, j'ai réalisé que j'avais créé ma propre famille, une famille choisie qui me valorisait pour mon esprit et mon intégrité. Ma sœur a fini par m'envoyer une lettre manuscrite, sans demande d'argent cette fois, où elle admettait enfin que sa vie n'était qu'une façade de papier et qu'elle avait toujours été secrètement terrifiée par ma réussite, choisissant de me rabaisser pour ne pas avoir à se regarder dans un miroir. Elle ne demandait pas de pardon immédiat, juste la possibilité de me revoir, peut-être dans un an, quand elle aurait elle-même reconstruit quelque chose de vrai par ses propres moyens. J'ai rangé la lettre dans un tiroir sans y répondre pour le moment, car la route vers la réconciliation familiale serait encore parsemée de doutes et de silences nécessaires. Je n'étais plus la petite fille maladroite qui attendait désespérément leur approbation dans un coin de la bibliothèque de Neuilly, j'étais la femme qui avait construit son propre empire sur les décombres de leur mépris, et alors que je marchais sur les quais de Seine ce soir-là, observant les lumières de Paris se refléter sur l'eau sombre, je me suis sentie, pour la première fois de ma vie, totalement et irrévocablement libre de leur jugement. Ma réussite n'était plus une revanche, c'était simplement ma réalité, une réalité où chaque battement de cœur surveillé par mon ya était une victoire bien plus précieuse que toutes les approbations mondaines que Léa avait pu rechercher. En rentrant chez moi, j'ai vu un message de Marc me demandant mon avis sur un nouveau protocole de recherche, et j'ai souri, sachant que l'avenir se construisait maintenant avec ceux qui voyaient clair, loin des faux-semblants et des paillettes d'un Noël que j'avais bien fait d'oublier. Le printemps est arrivé sur Paris, apportant avec lui une lumière nouvelle qui semblait dissiper les derniers vestiges de ce décembre glacial. Le programme pilote à l'hôpital Georges Pompidou a été un tel succès que le ministère de la Santé a contacté Soins Connect pour discuter d'un déploiement national dans tous les services de soins intensifs de France, une reconnaissance qui dépassait tout ce que j'avais pu imaginer.
Un soir d'avril, j'ai été invitée à recevoir une distinction prestigieuse à l'Académie de médecine pour ma contribution à l'innovation chirurgicale et technologique. Contre toute attente, j'ai décidé d'inviter mes parents à la cérémonie, non pas pour les impressionner, mais pour leur donner une chance de voir, une fois pour toutes, la réalité de mon existence loin des chiffres et des rumeurs. Ils sont arrivés au bras l'un de l'autre, intimidés par la majesté du lieu et par le respect que me témoignaient mes pairs, des sommités médicales qu'ils ne connaissaient qu'à travers les journaux. Quand Marc s'est approché de nous, élégant et serein, il a salué mes parents avec une courtoisie impeccable, sans aucune trace de l'amertume du réveillon passé. Il leur a dit, avec une sincérité désarmante, que j'étais la personne la plus intègre qu'il ait jamais rencontrée dans ce milieu, et j'ai vu mon père baisser les yeux, réalisant enfin que le « petit boulot hospitalier » qu'il méprisait était en fait une mission qui forçait l'admiration des plus grands. Après la cérémonie, nous nous sommes retrouvés tous les trois sur le parvis, et maman m'a confié que Léa avait finalement quitté son appartement de Boulogne pour emménager dans un petit studio à Lyon, où elle avait trouvé un poste de conseillère clientèle dans une mutuelle, loin de la pression sociale de Paris et des mensonges qu'elle s'était sentie obligée de maintenir. Elle ne leur demandait plus d'argent, préférant apparemment apprendre à vivre avec ses propres moyens pour la première fois de sa vie. C'était la nouvelle que j'attendais sans le savoir, la preuve que l'effondrement de son château de cartes n'avait pas été une fin, mais peut-être le début de sa propre reconstruction. J'ai proposé à mes parents de nous retrouver pour un déjeuner dominical en mai, non pas dans un restaurant étoilé, mais dans le petit bistrot de quartier que je fréquentais depuis des années dans le 19e, là où les gens m'aimaient simplement parce que j'étais la cliente fidèle qui prenait toujours le temps de discuter du menu. Marc, qui était resté à mes côtés, m'a proposé de m'escorter jusqu'à ma voiture, et alors que nous marchions sous les marronniers en fleurs, il m'a avoué que cette histoire l'avait poussé à revoir ses propres priorités, lui qui avait aussi tendance à trop se définir par son titre et son statut social. Nous avons ri ensemble de l'ironie du sort qui nous avait réunis à travers une trahison pour finalement nous offrir une amitié, et peut-être plus, basée sur une transparence totale. En rentrant dans mon appartement de l'île Saint-Louis ce soir-là, j'ai enfin décroché le portrait encadré de Challenge pour le remplacer par une simple photo prise lors du dîner avec mon équipe, où l'on me voyait rire aux éclats, entouré de gens qui connaissaient mon cœur avant de connaître ma fortune. Le vide laissé par le rejet de ma famille n'était plus un gouffre, mais une place nette pour de nouvelles relations plus saines, plus vraies. J'ai envoyé un court message à Léa, lui souhaitant bonne chance pour son nouveau départ à Lyon, sans rien attendre en retour, juste pour boucler la boucle. Je savais désormais que ma valeur ne dépendait ni du mépris de ma sœur, ni de l'orgueil retrouvé de mes parents, ni même des vies que mon Léa sauvait chaque jour, elle résidait dans cette paix intérieure que j'avais conquise en osant être moi-même, envers et contre tout. La ville de Paris scintillait sous la lune, et pour la première fois depuis très longtemps, je ne me sentais plus comme une observatrice solitaire de la réussite, mais comme l'architecte épanoui de ma propre vie, une vie où la vérité avait enfin pris le dessus sur les apparences. Le déjeuner dominical au mois de mai s'est déroulé dans une atmosphère de douceur inattendue, sous la tonnelle d'un petit bistrot niché près du canal de l'Ourcq, loin des dorures de Neuilly et des faux-semblants de la haute société parisienne. J'avais choisi ce lieu exprès, un endroit où le luxe ne s'exprimait pas par le prix des bouteilles mais par la franchise des rires et la qualité du temps passé ensemble, et j'ai observé mes parents s'installer avec une pointe de nervosité, réalisant que le monde dans lequel je m'épanouissais était bien plus riche que celui qu'ils avaient imaginé pour moi. Pour la première fois de ma vie, la conversation n'a pas tourné autour du chiffre d'affaires de Soins Connect ou de la valeur de mes investissements immobiliers, mais autour des souvenirs d'enfance que nous avions en commun, ceux que nous avions presque oubliés à force de vouloir construire une image de famille parfaite. Mon père m'a raconté avec une émotion contenue qu'il avait commencé à lire des ouvrages sur l'intelligence artificielle pour essayer de comprendre la complexité de mon travail, admettant humblement qu'il avait encore beaucoup à apprendre pour rattraper les années d'indifférence. Au milieu du repas, Léa a envoyé une photo de son nouvel appartement à Lyon, un espace modeste mais lumineux qu'elle décorait elle-même, loin des agences de design de maman, et j'ai vu sur le visage de mes parents une lueur de soulagement mêlée de fierté. Ils commençaient enfin à comprendre que la réussite ne se mesurait pas au quartier de résidence, mais à l'authenticité de la démarche. Marc nous a rejoints pour le café, s'intégrant naturellement à notre table avec cette simplicité qui le caractérisait, et j'ai ressenti une paix profonde en voyant mes parents le traiter non pas comme un trophée social pour leur fille, mais comme l'homme qui partageait mes convictions et mes espoirs. Nous avons passé l'après-midi à marcher le long des quais, discutant de tout et de rien,
et j'ai réalisé que la blessure de décembre, bien que toujours cicatrisante, avait permis de purger notre relation de tous ces poisons. En fin de journée, alors que je les raccompagnais à leur voiture, maman m'a serré dans ses bras avec une force qu'elle n'avait jamais montrée auparavant, me murmurant à l'oreille qu'elle était heureuse que je ne sois pas venue à ce Noël, car cette rupture brutale avait été le choc nécessaire pour qu'ils ouvrent enfin les yeux sur la femme exceptionnelle que j'étais devenue par moi-même. Je suis rentrée chez moi à pied, savourant la brise printanière et le bourdonnement de la ville, consciente que mon empire technologique n'était que le reflet de ma force intérieure, une force qui ne dépendait plus du regard des autres mais de la certitude d'être à ma place. Le soir même, j'ai reçu un message de Léa me demandant si je serais d'accord pour qu'elle vienne passer un week-end à Paris en juin, promettant qu'il n'y aurait aucun mensonge, aucune attente, juste l'envie de redécouvrir sa sœur sans les filtres de la jalousie. J'ai répondu « oui », avec un sourire, sachant que le chemin vers la réconciliation totale serait encore long, mais que les fondations étaient désormais saines. Alors que le soleil se couchait sur l'île Saint-Louis, illuminant les vieux murs de pierre de reflets dorés, j'ai fermé les yeux un instant, me sentant pleinement en accord avec mon destin, prête à continuer de sauver des milliers de vies tout en reconstruisant la mienne, une vérité à la fois, avec la certitude que plus jamais personne ne me demanderait de m'effacer pour protéger une illusion. Le week-end de juin où Léa est montée de Lyon a marqué un tournant définitif dans l'histoire de notre famille, non pas par un éclat de théâtre, mais par la simplicité presque déconcertante de nos retrouvailles sur le quai de la gare de Lyon. Je l'ai vue descendre du TGV, vêtue d'un jean basique et d'un chemisier en lin, sans ses habituels logos de luxe ni ce masque de perfection sociale qu'elle arborait autrefois comme une armure, et pour la première fois, j'ai reconnu en elle la petite sœur que j'avais connue avant que la vanité ne nous sépare. Nous nous sommes installés à la terrasse d'un café près de la place de la Bastille, et la conversation qui a suivi a été la plus honnête de toute notre existence, Léa m'avouant sans détour que sa vie à Boulogne n'était qu'une fuite en avant, une tentative désespérée de compenser son sentiment d'infériorité face à mon intelligence par une accumulation de signes extérieurs de richesse. Elle a reconnu avec une émotion sincère que m'évincer du réveillon n'était pas seulement une stratégie pour séduire Marc, mais surtout un moyen de ne pas avoir à affronter le miroir de ma réussite, une réussite qu'elle savait au fond d'elle être bien plus solide que ses commissions de délégué médical. Je l'ai écoutée sans la juger, lui racontant à mon tour la solitude que j'avais ressentie au sommet de ma pyramide technologique, et nous avons réalisé que nos parents, en nous enfermant dans des rôles préétablis, la brillante asociale d'un côté et la belle mondaine de l'autre, avaient été les architectes involontaires de notre discorde. Marc nous a rejointes pour un verre en fin d'après-midi, et bien que l'atmosphère ait été initialement chargée d'une certaine tension, sa bienveillance et son intégrité ont permis de stabiliser la rencontre. Il a traité Léa avec une politesse distante mais respectueuse, lui montrant qu'il n'avait aucune haine, seulement le regret d'avoir été mêlé à un mensonge. Au cours du week-end, nous avons rendu visite à nos parents à Neuilly, et l'ambiance n'était plus à la mise en scène mais à la vérité, mon père nous montrant fièrement qu'il avait installé l'application de surveillance de Soins Connect sur son téléphone pour suivre les actualités de mon entreprise, non plus par intérêt financier, mais par un désir réel de comprendre mon univers. Sur le plan professionnel, l'été a été celui de la consécration internationale puisque Soins Connect a signé un partenariat stratégique avec un consortium d'hôpitaux allemands et scandinaves, propulsant notre valorisation à des sommets qui auraient autrefois fait tourner la tête de ma sœur, mais qui aujourd'hui ne sont pour elle que des chiffres illustrant la mission de sa sœur aînée. Ma relation avec Marc a évolué doucement, passant de la collaboration technique à une complicité plus intime, fondée sur notre passion commune pour l'humain et notre refus désormais catégorique des apparences trompeuses. Le mois de juillet s'est achevé sur une note d'espoir lorsque Léa m'a envoyé un exemplaire d'un projet de formation qu'elle entamait pour devenir éducatrice spécialisée, un choix radical qui prouvait qu'elle avait enfin décidé de construire sa propre valeur en aidant les autres plutôt qu'en essayant de les éblouir. En contemplant les toits de Paris depuis le balcon de mon bureau de la PHP, j'ai ressenti une gratitude immense pour ce coup de téléphone cruel du 18 décembre, car sans cette exclusion brutale, nous serions peut-être restés prisonniers d'une comédie familiale vide pendant des décennies. Je ne suis plus seulement la PDG milliardaire ou la chirurgienne visionnaire aux yeux du monde, je suis redevenue Chloé, une femme qui a su transformer une trahison en un pont vers la rédemption, et qui sait maintenant que la plus belle des réussites n'est pas celle qui s'affiche en couverture des magazines, mais celle qui se murmure dans le pardon d'une sœur et le regard fier d'un homme qui vous aime pour ce que vous êtes vraiment.
La roue a tourné, non pas pour écraser ceux qui m'avaient blessé, mais pour nous emmener tous vers une destination où la vérité est la seule monnaie d'échange qui vaille, et alors que je me prépare à aborder la rentrée avec de nouveaux projets pour sauver encore plus de vies, je sais que ma propre vie a enfin trouvé son équilibre parfait, entre la froide précision des algorithmes et la chaleur retrouvée du cœur.